Ouais, attends, je vais roter. Tu peux rire. Très bonne intro, sinon, faut laisser juste ça. Allez, pouce bleu. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le langage et plus précisément l'impact du langage, des mots sur notre mental et sur notre quotidien. Et pour ça on va accueillir dans cette vidéo une invitée que je suis trop contente d'accueillir qui s'appelle Colline et je vais te laisser te présenter. Ouais, ça marche, bonjour déjà. Je suis très contente d'être là. C'est trop cool, c'est la première fois que je fais un podcast en plus, donc trop bien. Moi je suis coach, du coup, coach en PNL, je fais aussi de l'hypnose et j'accompagne les gens sur des changements de comportement, du développement de projet et globalement de la quête de sens, genre remettre du sens dans ses actions. Voilà, pour résumer, c'est ça que je fais. Peut-être tu peux expliquer PNL parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent pas ce que c'est. Eh ben la PNL du coup c'est pour programmation neurolinguistique et c'est une discipline qui va justement s'intéresser au langage, à notre manière de nous exprimer, de penser, etc. pour en déduire un peu notre fonctionnement, notre carte du monde et venir voir qu'est-ce qui bloque en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a certains résultats dans nos actions, qu'on n'arrive pas à en faire d'autres. Comment on envisage le monde en fait. C'est vraiment la science de ça, on va dire. Et après, c'est s'intéresser à comment les gens parlent d'eux-mêmes, etc. pour voir, en fait, on peut déduire tellement de choses par rapport à simplement comment on s'exprime que ça va permettre de voir qu'est-ce qui serait adapté comme changement ou pas pour la personne, pour un mieux-être, quoi, globalement. Yes. Et comment t'es arrivé à te dire que tu voulais faire ça, que tu voulais faire de la PNL et genre, justement, cet intérêt pour particulièrement le langage et tout, parce qu'en soi, tu peux accompagner les gens de plein de manières différentes, tu vois. Pourquoi toi, t'as choisi justement spécifiquement le langage? Ça pourrait être un podcast à part. Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est plus la PNL qui m'a trouvé que moi qui l'ai trouvé au départ. Genre, je savais pas trop ce que c'était, moi, à la base, mais il y avait beaucoup de coachs qui en parlaient, donc moi je suis beaucoup des coachs américains, c'est comme ça que j'ai commencé, et du coup, indirectement, ils parlaient de ça. Je savais pas encore que c'était de la PNL, mais maintenant que je suis formée, je suis là. J'ai compris ce que vous faites. Pas comme genre, ça. Voilà. Et du coup, j'ai commencé par l'hypnose, mais j'avais envie d'avoir en fait un pont, ce qui m'intéresse dans la PNL, au-delà du langage, c'est que ça passe par le mental en fait. T'es pas sur de l'inconscient, t'es pas sur une discipline qui va être avec un inconscient collectif fort dessus. Genre l'hypnose, les gens ils ont un peu peur que tu rentres dans leur tête et que tu leur fasses faire la poule en vrai. Genre c'est un peu l'imaginaire derrière. Ouais, c'est un peu le cliché, ouais. Alors que la PNL c'est hyper concret. C'est à la base des Américains qui ont modélisé des gens. C'est une science de la modélisation et de dire en gros pourquoi cette personne elle a ces résultats-là, pourquoi elle fait ces actions comme ça, qu'est-ce qui lui permet d'être bon dans sa discipline. Globalement c'était ça. Et moi j'ai toujours été littéraire, hein. Genre les mots ça m'a toujours c'est un des trucs qui m'a fait vivre le plus de choses je pense, et du coup très sensible au discours politique aussi globalement. Je pense que j'étais là, j'ai l'impression qu'on m'en fume mais je ne sais pas si je ne sais pas si c'est normal. Pourquoi je sais pas si effectivement il y a retournage de crâne ou si c'est juste moi qui comprends pas ce qu'on me dit. Ouais. Non mais après même depuis jeune, tu vois, on faisait du théâtre et tout, grave. et voilà, grave. On est des littéraires toutes les deux. Et du coup, moi je pratique pas la PNL parce que je suis pas formée justement à ça. Même si peut-être je pense que inconsciemment on utilise quand même des techniques et tout. Tout le temps. Mais c'est un outil qui peut s'utiliser en prépa mentale quand on fait du coaching de prépa mentale. Et je verrai plus tard justement. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de rajouter potentiellement cet outil-là plus tard. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de ouf de faire cette vidéo avec toi et ce podcast avec toi. Trop bien. C'est quelque chose qui est forcément très intéressant parce que l'impact du discours, du langage, que ce soit après tout ce qu'on dit, et moi tout ce que je vois en prépa mentale du côté des athlètes, donc vraiment ce qu'on va appliquer dans le sport, c'est toujours applicable dans le quotidien et dans le monde professionnel. Il y en a avec qui je travaille déjà de base sur les différents plans, mais ceux avec qui je travaille sur le plan athlète, sur le plan sportif uniquement, souvent ils viennent me voir et ils fait « Oh ouais, il s'est passé ça, tu vois, dans mon quotidien, et j'ai trop pensé à toi et j'ai réussi à faire ça et tout. » Forcément, quand tu apprends un outil, tu vois, ils utilisent dans les autres sphères de la vie que le sport. Le discours, que ce soit le discours interne de l'athlète ou de la personne, tout simplement, envers soi-même, ou le discours coach-athlète
athlète-coach, la communication en fait entre les deux va être un point très critique dans la performance. Et en fait, je pense que ton point de vue avec les outils que tu as peut amener vraiment quelque chose de très intéressant qu'on a encore assez peu, ou en tout cas c'est assez peu démocratisé. Là, les athlètes de très haut niveau qui pratiquent déjà la prépa mentale et tout, ils ont ce genre d'outils, mais pour les athlètes, on va dire de manière plus globale, c'est assez peu encore représenté. Comme tu dis, toi t'as connu avec des coachs américains, mais de toute façon, tout ce qui touche à la santé mentale en France, on est à la bourre, hein. On est à la bourre, mais genre c'est un truc de fou furieux. Mais même sur la psychothérapie, tout ce qui est psychologie, vraiment c'est hard. Et c'est vrai que c'est assez peu connu en France, mais que ce soit pour le côté sportif, parce que forcément, moi c'est mon domaine, mais même dans le côté entrepreneurial, c'est hyper intéressant d'avoir tous ces trucs-là, ne serait-ce que pour des trucs bêtes, mais genre la gestion du stress, pouvoir s'exprimer dans ses relations, mais aussi pouvoir s'exprimer professionnellement à des entretiens, à des présentations. Le mental, ça va impacter vraiment tout ça. C'est ce qui va te permettre de pouvoir vraiment amener ta performance ou en tout cas la tâche que tu dois accomplir à un niveau supérieur. Le premier truc déjà, c'est, tu le disais parce que c'est la base de la PNL, comment la personne va parler d'elle-même. Comment elle va se parler à elle-même aussi, parce qu'on se parle tous dans nos têtes, voilà. Et comment la personne va se décrire, va s'exprimer, ça toi, comment tu le perçois, comment t'arrives à déduire, tu vois, une personne, comment tu vas la cerner en fait. Il y a beaucoup de choses. En fait, la PNL, je le vois vraiment comme un outil d'écoute avant tout. En fait, c'est des erreurs. C'est pas vrai, c'est pas forcément des erreurs, mais c'est des manières de parler que quasiment tout le monde a. Par exemple, un cas très concret, quand tu demandes à quelqu'un de se présenter et qu'il te dit par exemple, je suis médecin, ça veut dire que inconsciemment, il rattache son métier à son identité. Et du coup, ça, c'est super fréquent. Enfin, je veux dire, beaucoup de personnes le font, de se présenter comme ça. Mais ça peut aussi rapidement être un souci, entre guillemets, dans le sens où ça peut être s'identifier à un comportement. Et là, ça peut être beaucoup plus problématique. Je suis, je sais pas, je suis feignant. Moi, j'ai un exemple. Vas-y. Moi, j'ai un exemple très concret de moi-même. Que j'ai pratiqué en psychothérapie, du coup, par rapport au TCA. Je suis boulimique. Et c'est un des premiers trucs. Ma psy, elle m'a dit non. Non. Sinon, ce n'est pas possible. Non. Parce qu'en fait, si je suis boulimique, en fait, si je guéris et que, ça veut dire que je ne suis plus moi-même. Alors qu'en fait, la boulimie, c'est pas mon identité, quoi. C'est un très gros problème. C'était un très gros problème parce que ça l'est plus. Mais du coup, c'est pas ce que je suis. La psy, elle m'a directement fait travailler là-dessus. Et ça a été déjà un gros step. Trop bien, parce que comme je disais, c'est vraiment très fréquent et le but, c'est pas non plus au contraire, même de se juger sur ce qu'on dit. Là, pour le coup, je pense qu'on revient à la relation coach-coaché, mais si la personne, elle est en train de déjà réfléchir à ce qu'elle va te dire parce qu'elle se dit que tu l'écoutes d'une certaine manière et que du coup, tu vois, là ça devient vite compliqué. Mais en gros, en PNL, il y a un outil que moi j'adore, c'est la pyramide de Dilts. Et du coup, c'est une pyramide un peu comme Maslow et tout. Et ça va être vraiment sur, ça s'appelle les niveaux logiques. Alors, je suis plus sûre du sens, mais en gros, je crois que c'est environnement, comportement, capacité, valeur, identité, sens. Et en fait, rien que de regarder à quel niveau la personne se place, est-ce qu'elle parle de son environnement, ses capacités, voilà, et avec quels mots, ça va te permettre de dire, ok, il y a peut-être tel étage de la pyramide où il y a soit une confusion, soit justement le comportement, c'est-à-dire le métier, est passé au niveau de l'identité, donc vigilance. Ça donne déjà en fait beaucoup de pistes et les personnes ne se rendent pas compte de comment elles parlent d'elles-mêmes. Et du coup, il y avait notre prof qui nous avait donné des exemples de... il y a beaucoup de gens qui se disent je suis bête d'avoir dit ça ou... Voilà. Moi, je suis grave comme ça, des fois. Et du coup, lui, mon prof, après, sa spécialité, c'est l'impact. Donc, il était... Après tout, vous êtes bête, donc c'est peut-être normal que vous ayez pas compris. Et là, direct, la personne était en mode, non, mais... vous avez pas le droit de me dire ça. Et c'est, mais en fait, vous venez de me le dire que vous êtes bête, genre... Et du coup, d'essayer de retourner, de confronter la personne à la manière dont elle parle d'elle-même. Ça, c'est un très, très gros step. Il y a plein d'outils pour repérer la manière dont les gens parlent d'eux-mêmes. Et ça peut être, tout le monde sait ça, par exemple.
bon bah tout le monde c'est une généralisation énorme, c'est qui tout le monde. Devenir en fait, moi je le vois vraiment comme une méthode de clarification. Tu pousses la personne à aller au bout de son raisonnement et à vraiment développer. J'ai l'exemple, dans des coachs à moi, t'as vraiment des personnes, et moi ça me fend le cœur. Surtout quand souvent tu touches à la transformation physique. Il y a des discours, en tête j'ai déjà des exemples de fous et je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire oui je sais c'est moi. Je le sais déjà. Il y a des discours, ouais, c'est trop chaud. Moi j'ai déjà essayé un peu de se dire mais tu te rends compte de ce que tu dis là, est-ce que tu serais capable de le dire à quelqu'un? Des trucs du genre ah je suis trop grosse, je suis dégueulasse, des trucs comme ça, tu vois, vraiment c'est violent, c'est d'une violence de fou furieux. Quelqu'un qui a le même physique que toi dans la rue, est-ce que tu vas aller le voir là comme ça gratuit, lui dire ah t'es dégueulasse? Non, enfin à moins d'être une personne absolument horrible. Genre, vraiment. J'avoue. Personne ne ferait ça, genre. Et la personne dit, oui, je dirais pas ça, je sais, mais pour moi, c'est pas pareil. Je me le dis à moi-même, donc j'ai le droit, parce que c'est moi et moi. On peut dire, mais c'est aussi hyper en lien avec l'éducation qu'on a. Comment on nous a parlé dans notre enfance. Les croyances qu'on nous a données. C'est ça. Enfin, ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même archi violent. Enfin, moi, c'est violent. Oui. C'est violent de ouf, en fait. On se rend pas compte. Ah bah oui, si, bah, carrément. Et puis, c'est souvent des choses qui sont ancrées depuis tellement longtemps qu'on les voit pas. Et que là, pour le coup, moi, c'est ce que j'aime aussi en coaching, c'est qu'on a la chance d'avoir des personnes en face qui nous font confiance, et de mériter aussi cette confiance, quand même, c'est important à rappeler, des fois, et qui, du coup, savent que quand on dit quelque chose, c'est bienveillant. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté... forcément, on va être amené à parler du quotidien. Ça peut pas se limiter, je pense, dans ton cas qu'au sport, ou dans mon cas que à la problématique travailler, parce que tout a des ramifications dans tout. Oui. Et du coup, c'est vrai que les discours que les gens ils ont sur eux-mêmes, moi c'est un des trucs qui m'impressionne le plus, je pense, et qui m'a aussi perso pris plus de temps à bosser, hein. Enfin genre vraiment mais tu te rends compte au bout d'un moment que ça c'est des choses que t'as récupérées souvent de la famille, de l'entourage, tout ça. Pour revenir à ça, de fou. Et c'est souvent des gens de comment on t'a parlé quand t'étais gamin, même genre à l'école, on n'a pas tous et toutes les mêmes chances. Si t'as été harcelé, si t'as été... Tu vois, justement, ce truc d'être sur l'identité. T'as été harcelé sur ton physique pendant que t'étais petit et tout. Ton physique, c'est presque ta personnalité parce que tous les autres gamins, tu vois, ils t'identifient qu'à ça. Et tu t'es fait bully sur ça et ça t'a, en plus, trauma, genre, c'est un truc qui t'a impacté de ouf. Et c'est pour ça qu'on se rend pas compte que des fois, dire une phrase gentille à quelqu'un, mais en vrai de vrai, des fois, dans une vie, on sait pas tout ce qui se passe autour. Ton mot, ta parole, ton encouragement et tout, ils vont avoir un impact que t'imaginais même pas. Dans la performance, là, ça se voit énormément, moi, dans la force athlétique, sur les réseaux sociaux. Ah, mais il y en a énormément des gens qui sont en mode je suis une merde, j'ai pas réussi. Et moi-même, j'en fais partie, attention. Des fois, je le marque, je marque grosse merde Amélie, tu vois. genre je suis nulle, je suis éclatée. Il y a des je vais biper, mais il y a des gens qui sont en mode je suis pas d'accord avec ces insultes, attention, mais ça se dit beaucoup tristement dans la force athlétique, mais je suis un gros ou je suis une grosse si je fais pas ça, je suis une enfin vraiment ils parlent Alors, allez, c'est nul à chier et nous en reparlerons peut-être dans une prochaine vidéo parce que vraiment c'est le genre de comportement excessivement merdique, mais du coup t'as aussi ce truc d'autodiscours par rapport à ta performance et à ce que t'as effectué le jour J et tout. Et c'est vrai que nous dans l'entraînement, l'autodiscours on l'entend souvent dans le fait d'avant la performance de te mettre dans un état d'esprit où je suis capable, je vais le faire, d'être vraiment dans ta tête avec une détermination en amont de ta perf. Et les gens ont assez conscience qu'avant ta performance, faut que tu sois dans ta bulle, que tu te conditionnes en fait. Ouais. Le conditionnement mental, c'est quelque chose qui en vrai est assez évident finalement, parce que ça fait logique dans la tête des gens. Par contre, le discours que t'as dans l'après ta performance, quand notamment ça se passe pas bien, tout ce que tu vas tirer de ton entraînement et tout, peu importe, tu vois, ce que tu as pu avoir comme résultat, en fait c'est quelque chose qui au final cumulé, tu vas avoir un impact. Si moi je sors de mon entraînement, je me dis putain aujourd'hui j'étais une merde, sur le cumul, si je fais ça, parce qu'on a beaucoup plus d'entraînements qui se passent ok ou pas ouf,
ouf que d'entraînements qui se passent extrêmement bien. Ouais. Même si, bien sûr, on a des entraînements qui se passent très bien et tout, et qu'on kiffe notre sport, et c'est pas le problème. Bien évidemment que l'entraînement, c'est fait aussi pour être dur. T'as tout le temps des trucs qui se passent pas bien ou qui sont à revoir, etc. Mais c'est normal parce que c'est l'entraînement et c'est fait pour ça. Donc si à chaque fois qu'il y a un truc qui n'est pas optimal, où tu te dis « Ah, fais chier, ah, c'est de la merde, ah, je suis nulle, ah, je suis machin », en fait, le nombre de fois où tu te répètes que t'es une merde, que t'es nulle et tout, comparé au nombre de fois où tu te dis « Ah putain, là, j'ai géré, j'ai fait un PR », on est dans un sport où, la première, on va dire, les 2 premières années de pratique, la progression est très forte parce que, bah voilà, c'est un nouveau truc, et quand tu pars d'un total t'es débutant, tu pars d'un total qui est assez faible et tout, pour arriver à un niveau, on va dire moyen, ça va relativement vite. Tu fais des PR presque toutes tes séances, mais arrivé à un moment où ton corps ne peut pas avoir une progression exponentielle comme ça forever, tu vois, ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas j'imagine. possible. Donc t'as ce moment, tu vas arriver et ça va être la répétition de barres qui sont soit identiques, soit inférieures, et ça peut même parfois être genre ça, et après tu vas repartir parce que tu vas te blesser ou un truc comme ça, ce qui est mon cas par exemple actuellement. Et du coup, arrivé à ici, en fait là tu peux plus avoir ce truc de chaque entraînement tu perds et tout. Et du coup là, si à chaque entraînement où tu fais pas un record ou une progression, tu commences à te dire je suis une merde et tout, j'ai pas fait de record, tu vois. De toute façon, c'est simple, la plupart des gens qui sont vraiment dans une dynamique comme ça, ils arrêtent vite. Et en fait, au final, si juste tu prends ton entraînement et que tu es en mode ok, aujourd'hui j'avais ça, j'ai fourni un effort, c'était l'effort que je pouvais faire aujourd'hui, j'ai donné mon max. Ouais. Et en fait, c'est ça qui va me permettre de progresser sur le long terme. C'est aussi lié en fait à des visions court terme, long terme et tout. Moi en prépa mentale, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, c'est le fait d'avoir aussi différents types d'objectifs, pas que le nombre. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait une charge qui était pas excellente pour ce que je peux faire, mais par contre techniquement j'ai été en place. Ou à l'inverse, peut-être que techniquement j'ai pas été en place et tout, mais par contre j'ai pu encaisser quelque chose que j'aurais pas encaissé habituellement en n'ayant pas cette technique aussi précise. Si tu regardes bien, il y a toujours des moyens de pouvoir avoir quelque chose de positif à tirer. Alors je dis pas qu'il faut pas regarder le négatif et tout. Non, mais... Mais du coup, il y a un step entre analyser ce qui peut être amélioré et je suis une merde, tu vois. Il y a un step de fou. Et c'est là aussi où le discours... coach athlète va être hyper important et hyper impactant parce que l'athlète lui-même va se dire je suis une merde, tu vois. Ouais. Mais si toi derrière en tant que coach tu as en plus le discours pas adapté, mais vraiment tu rigoles, mais il y a des coachs qui sont comme ça, qui disent oui t'es une merde. Je ris jaune parce que ça genre il y a vraiment des coachs, ils se couvrent un peu de l'humour ou de relations de taquinerie avec leurs athlètes. Mais il y a vraiment des coachs qui sont en mode genre grosse merde, ou qui vont rentrer dans le langage dont j'ai parlé tout à l'heure qui n'est absolument pas correct. En vrai de vrai, toi en tant que coach, ça devrait pas avoir sa place. Moi je suis d'accord, ouais. Après là pour l'instant j'ai coaché plein de profils différents, pas que des gens que l'indépendance attire généralement, mais parce que moi c'est comme ça que j'ai fait aussi mon persona, enfin mon client idéal, la liberté c'est son kiff un peu, comme moi. Donc du coup c'est souvent des gens qui veulent s'émanciper de quelque chose, que ce soit professionnellement ou autre. Et après je pense que vraiment la performance c'est un sujet partout. Genre le côté en fait toujours devoir faire, genre être vraiment dans mes actions déterminent ma valeur. En fait, je pense que c'est un peu la racine du mal, genre le capitalisme encore une fois. Mais du coup, genre d'être en mode ok, si je ne fais pas ou que je ne fais pas assez, ça dit quelque chose de moi. Il y a un peu ce truc où en mode si tu fais rien, t'es un peu nul quoi, tu vois. Ouais, complètement. Comme tu disais tout à l'heure. Enfin, en tout cas, je te rejoins beaucoup sur cette vision de diversifier les formes de progrès. La progression, ça veut rien dire en soi. Genre, oui. Enfin, c'est super vague. Parce que peut-être que, enfin, comme tu disais, la personne va peut-être, dans ton domaine, pas avoir fait les mêmes perfs chiffrés, on va dire, que d'habitude. Mais par contre, son discours interne, il s'est amélioré. Et c'est pas tangible. Mais le progrès, il est là. Oui. Enfin, et d'aller aussi vraiment chercher pour la personne
Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, j'aime pas avoir la sensation de stagner. J'étais là, c'est quoi stagner? Qu'est-ce que t'entends par là? Genre, parce que techniquement, c'est impossible de stagner vu que tu changes tous les jours. Enfin, et du coup, d'essayer de vraiment shifter le point de vue en disant, ok, mais pour toi, c'est quoi vraiment le progrès? Est-ce que c'est de sentir mieux? Te sentir mieux, ça veut dire quoi? Vraiment concrètement, comment tu le mesures? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression d'avoir des objectifs alors que c'est juste des buts vagues. Par exemple, moi, beaucoup de gens qui sont venus en me disant, moi, je veux me sentir mieux, j'étais là, d'accord, mais ça veut rien dire. Genre, mais ok, enfin, okay, genre, dans l'idée, je suis d'accord. Enfin, je crois que je comprends ce que tu veux dire, mais ça veut dire quoi pour toi de sentir mieux? Est-ce que ça veut dire avoir un rapport à mon corps où, quand je me regarde dans une glace, je me trouve mieux? Enfin, genre, faut vraiment que ce soit le plus factuel possible. Genre, parce que sinon, si tu fixes des objectifs que tu pourras jamais observer, c'est mort. Et du coup, des espèces de, je veux me sentir bien, ça veut rien dire, quoi. Ouais. La fixation d'objectifs dans la force athlétique est très mauvaise, globalement. Globalement partout, je crois. Mais je trouve qu'il y a des sports dans lesquels c'est mieux défini, mais dans la FA, parce que c'est un sport jeune aussi, donc c'est en plein boom, c'est en pleine démocratisation, c'est toujours un sport qui est toujours de niche, mais beaucoup moins. Mais du coup, les gens, ils sont en mode genre, oui, je veux tel total, je veux faire tel minima, et ils ont l'impression que ça, c'est un bon objectif. C'est pas un mauvais objectif en soi, mais genre, tu ne peux pas définir ton objectif que comme ça, parce que en fait, au final, je donne un exemple con, je veux 400 de total. Ok, très bien. Quand, comment, où, pourquoi, tu sais, tu peux aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Et en fait, souvent les gens, en plus, derrière le fait de vouloir faire telle performance, en fait, au final, t'as des trucs beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnels de confiance en soi, tu vois, genre, qui s'expriment et qui sont, en fait, là, les vrais objectifs. Et puis surtout, après, avoir ton objectif de je veux faire 400 total, super, très bien. Franchement, trop cool et tout, on va y arriver. Maintenant, faut aussi faire des steps avant, tu vois. Ouais. Parce que tu peux pas faire 0,400. Voilà, j'ai dit un chiffre au pif, bien sûr, tout va dépendre du niveau des gens et tout, mais après, est-ce que c'est aussi des choses qui sont intrinsèques? Est-ce que c'est des choses qui, à l'inverse, sont pas vraiment tes objectifs intérieurs? Et en fait, la définition d'objectif, c'est pas juste je veux faire ça, t'as vraiment beaucoup d'autres trucs qui sont autour et qu'il faut comprendre, parce que sinon tu peux pas avoir un objectif qui est pleinement raccordé avec tes valeurs, avec tu vois, ce que t'as envie de représenter, et ce qui fait que tu vas vraiment kiffer ton processus, parce que l'objectif en soi est une chose et ok, tu vois, mais tu ne peux pas compter que sur cette chose là, parce que c'est quelque chose qui est plus ou moins lointain, puis après tu vas l'atteindre à un moment, ton objectif, c'est quand même le but, et tu vas t'en fixer un nouveau, et sauf que si tu kiffes pas ce qui se passe entre. C'est ça, mais je pense que la question c'est plus comment tu veux te sentir pendant que tu le fais. Oui. Et puis, moi perso, en tout cas, dans mes coachings, on n'a jamais travaillé sur l'objectif avec lequel la personne arrivait au début. À chaque fois, t'es là. Alors, j'ai l'impression que c'est pas ton objectif, mais c'est celui qu'on t'a dit qui était bien. Genre, c'est l'objectif que tes parents ont pour toi, visiblement. Et aussi, des fois, nous, on parle d'écologie. Est-ce que l'objectif respecte l'écologie, donc tes valeurs, ta systémie, tout ça? Parce qu'en fait, des fois, juste non. Non, c'est pas ok, c'est pas du tout ok, et ça peut arriver même sur des objectifs pro de, je sais pas, là c'est un exemple un peu au pif, mais par exemple je veux telle promotion, ok, très bien, en regardant les critères d'un objectif, en passant par l'écologie, tu vas te rendre compte qu'en fait cette personne, ce qui est vraiment important pour elle, c'est passer du temps avec ses enfants, et que si elle a cette promotion, elle passera moins de temps avec ses enfants, et qu'en fait il y a un conflit déjà de base qui fait que en fait l'objectif il est pas valide, et ça c'est super important de le détecter tôt. Et ce qui t'aide, c'est justement, c'est de mettre des mots dessus, et des mots concrets, parce que si tu ne définis pas une chose, tu ne peux pas en fait travailler autour. Tu vois, c'est comme, je vais prendre un exemple que j'entends souvent, vu qu'on est toutes les deux féministes, je pense que t'as déjà entendu ça, c'est les gens qui te contredisent en mode « Ah mais oui, mais si on parle de sexisme et tout, ça fait que plus un clivage entre les hommes et les femmes. » Mais non en fait, parce que si tu n'exprimes pas le sexisme,
tu ne peux pas exprimer que c'est un problème et tu ne peux pas le régler. Et en fait, genre, définir les choses, quand tu parles d'objectif, définir l'objectif lui-même correctement et définir en fait toutes les valeurs et tout qui vont autour avec toi, justement pour voir si ça correspond, etc. C'est quelque chose de primordial que les gens ne font pas en fait. On t'apprend ça nulle part après. Oui, voilà. Genre, tu vois, tu vas à l'école et tout, tu dois avoir 20 ou le plus proche de 20 possible et c'est tout. T'apprends pas pourquoi, comment, est-ce que ça correspond à ta manière de travailler et tout machin. Non. Sois productif et tais-toi et fais le chiffre. En vrai, c'est ce qui est transmis dans nos systèmes depuis petit et on est mis en concurrence comme ça depuis l'enfance. Et on se base là-dessus. En fait, on nous apprend pas à réfléchir vraiment et à s'exprimer vraiment par rapport à nos propres besoins, à nos propres envies. Chose qui peut aussi changer. Et les gens ont beaucoup de mal avec ça. Quelque chose que je définis aujourd'hui n'est pas perpétuel et si ça change, si je switch totalement d'avis, parce qu'au final je me rends compte que non, ou que je n'ai plus envie en fait. En X temps j'ai fait ça et j'ai envie d'autre chose et tout, mais en fait c'est totalement ok. Ouais, puis ça pose beaucoup de questions sur juste est-ce que je me permets d'être flexible ou pas. Moi je l'ai beaucoup vu, que ce soit dans les objectifs de mais au début j'avais dit ça, donc si je le change ça dit quelque chose de moi. Ouais, c'est que j'ai échoué en fait un peu quelque part. Complètement. Alors que non. Enfin, disons que je pense que c'est important de se rappeler que chacun a ses leviers pour faire les choses et que du coup c'est pas parce que encore une fois je sais pas, moi par exemple je vis avec quelqu'un qui a une capacité de concentration et de travail dans une journée que je n'ai clairement pas. C'est pas mon rythme. Si j'essaie de me coller à ce qu'il fait entre guillemets et que je me dis ok mais lui il le fait donc ça veut dire que moi je devrais pouvoir le faire, c'en est fini de moi, genre non mais genre Erreur 404. Et du coup des fois c'est difficile parce que naturellement on modélise les gens qui nous entourent, on les mime, enfin c'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'humain, c'est comme ça qu'on apprend à sociabiliser aussi, le mimétisme, mais il faut se souvenir qu'il y a on a notre unicité quoi, et du coup chacun a besoin de choses différentes, d'environnements différents. Moi je sais que tout a changé entre guillemets quand j'ai compris que travailler hors de chez moi ça m'aidait de fou. Enfin, il y a des leviers des fois qui sont extrêmement simples à trouver et qui font que on est plus inspiré. Enfin, se mettre en condition. Les conditions, c'est aussi l'environnement. Ça peut être autant des actions un peu totem, genre je sais pas, j'ai une tenue de sport par exemple, on va prendre ça, où je sais que quand je mets cette tenue, je me sens d'une certaine manière qui va m'inciter à l'action. C'est un vrai tips. Ça, c'est un vrai tips relativement connu pour les gens qui font de la muscu. Pour les gens qui sont généralement plutôt débutants, voire intermédiaires, qui veulent se mettre au sport et qui ce n'est pas du tout dans leurs habitudes, tu vois, c'est une sortie de ta zone de confort. Aller à la salle les premières fois, ça peut être extrêmement difficile parce que c'est un environnement, on est en mode il y a plein de trucs, tu sais pas ce que tu dois faire, c'est pas, surtout quand t'es pas quelqu'un qui pratique le sport beaucoup de base, tu vois, c'est très intimidant. C'est un environnement très particulier où en plus t'as plein de gens qui savent quoi faire et qui s'assument à la salle. Tu dis déjà ok, vas-y, habite-toi. Même moi, genre des fois, des jours où j'ai la flemme. Non, on a tous ça. T'as beau avoir une pratique de zinzin et tout, il y a des jours t'as pas envie. T'es en mode, c'est dur aujourd'hui, quoi. En vrai, tu te mets en tenue et la musique. Genre, tu te mets une musique qui t'inspire à bouger. T'es en mode, ok, là, tu vois, la musique qui va te mettre un peu de la déterre et tout. Ouais. Tu peux passer de, non, je veux larver, j'ai pas envie, je suis KO et tout, à... putain, vas-y, trop bien, j'ai envie de m'entraîner, tu vois. Ouais. Et c'est ce que je travaille aussi avec certains athlètes. On pense souvent à la relation esprit qui influence le corps, mais on oublie souvent l'inverse. Ton corps influence aussi beaucoup ton esprit. Oui. La façon dont tu vas te tenir, la façon dont tu vas bouger, va influencer ce que tu penses, va influencer ton humeur et tout. Et c'est pour ça que moi, en prépa mentale, je demande des vidéos d'entraînement constamment, parce que je lis aussi le langage corporel. Et le langage n'est pas que les mots. Le langage, c'est aussi ton corps, et c'est aussi... tu t'exprimes de beaucoup de façons, tu vois, c'est aussi ton visage. Bien sûr. Je sais qu'il y a vraiment une énorme part d'athlètes qui vont rater leur barre parce qu'ils y vont... ils se disent dans leur tête, ouais, je suis capable et tout,
mais dans leur corps, ils sont pas confiants. Ouais. Dans leur corps, tu vois le pas hésitant, tu vois qu'ils mettent du temps, tu vois que genre le regard est bas. Et du coup, c'est con. Mais en fait, ce que je dis va peut-être pas forcément te parler, mais je pense que tu vas comprendre. Mais dans ta posture, t'as le regard bas, t'es refermé. Déjà, pour prendre tes respirations, pour te placer techniquement et tout, tu vas être différent que quand t'es en confiance. Tu vas être aussi moins compact, moins solide, parce que t'es moins sûr de toi. Et du coup, nécessairement dans ta posture de base et dans la façon dont tu vas te placer, tu vas être moins efficient que d'habitude. Ça va jouer aussi sur ta respiration. Ça joue sur énormément de choses. Et en fait, ça fait partie du langage. C'est bien d'être dans ta tête en mode « oui, je suis capable, oui, je vais y arriver et tout », mais il faut que tu l'exprimes à 100%. Ouais. Et pas juste te répéter « je suis capable » dans ta tête. C'est très bien, c'est une première étape et tout, c'est génial. Mais il faut l'incarner après. Ouais. Comme au théâtre, si tu répètes ton texte, tu connais ton texte par cœur. Et t'arrives sur scène et t'es en mode... ouais, alors que si t'arrives sur scène et t'es en mode ouais, tu vois, que tu vas le dire avec tout ton corps, avec toute ton âme et tout, ça va pas être le même effet. C'est sûr. Là, c'est exactement pareil. Et ça va être genre pareil aussi dans tes relations. Dans les intentions que tu vas mettre, physiquement et verbalement, tu vas pas du tout avoir la même réception en face. C'est ce qui fait que tu peux aussi éviter des quiproquos. Ouais. Et pareil avec le coach. Si ton coach, il arrive, il est devant toi, et il est pas confiant, tu vois, dans son corps, il est en mode genre... tu vois, genre... ouais, plus que ça et tout, et voilà. Toi, en tant qu'athlète, tu vas voir, même si tu le conscientises pas sur l'instant, inconsciemment, tu vois que ton coach... il est pas confiant. Bien sûr. Donc toi, c'est pareil, en tant que coach, tu dois avoir une position ferme, une position ouverte, une position confiante, parce que sinon, tu vas pas transmettre à ton athlète la force, l'énergie, la détermination. C'est comme ne pas dire de négatif. Oui. Tu pars jamais en négation, parce que si t'es en négation, en fait, ton cerveau, il va retenir le pas, ne pas. C'est ce qui est relié au négatif, à l'échec. Ouais. Enfin, c'est comme un enfant, tu vois, tu lui dis de ne pas toucher, il va faire exactement ce que tu dis de ne pas faire. Donc du coup, si tu lui dis t'écrases pas, la personne va penser à l'écrasement. Oui. Alors que tu dis reste solide. Oui, oui. Tout de suite, t'as un autre impact. Ouais, c'est sûr. En PNL, il y a des présupposés, en gros. Et il y en a un qui dit que le corps et l'esprit font partie d'un même système cybernétique. Et ça, c'est une certitude. Et du coup, il y a pas mal d'outils. En PNL, on va venir travailler la posture. Parce qu'on travaille beaucoup avec les parties de soi. Ça peut être n'importe quelle partie, mais même les valeurs, c'est des parties en soi. Et du coup, tu demandes à quelqu'un ta partie liberté, elle est comment. Des fois, ça va être dans le langage, mais ce qui est très important, c'est que la personne, elle change de posture. Et généralement, ça se fait naturellement. Naturellement, on sait que la partie, on peut prendre des archétypes aussi, la partie reine, par exemple. Il y a une posture qui est avec un port beaucoup plus ouvert, beaucoup plus haut. Ouais. En fait, ça parle déjà énormément. Et pour avoir un nouveau point de vue sur une situation, rien que demander à la personne, là, tu vas te mettre sur une autre chaise et tu vas changer de posture et tu vas me réexpliquer ce qui se passe. Le discours, il change. Et ça, c'est impressionnant à voir. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est vrai que les gens, ils ont pas trop cette notion-là. Non. Ils sont plutôt en mode genre ouais, je dois améliorer comment je pense pour améliorer mes résultats et tout, parce que c'est ma tête qui va conditionner. Mais en fait, pas que, ouais. Tout n'est que lien. Et ça fonctionne aussi en plus avec le chimique, avec tout ce qui se passe au niveau de tes hormones, de comment tu t'alimentes, de comment tu vas boire, et de la santé en général. Tout va aller ensemble. Et en plus de ça, là on parle que du soi, mais tu rajoutes après tout l'environnement. Et c'est pareil, en fonction de l'environnement, tu vas pas avoir les mêmes codes. Une posture dans un certain endroit va pas avoir la même signification que dans un autre endroit. Et voilà, il y a tout ce système où tu dois aussi, toi, définir les limites de ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu peux, ce que tu ne peux pas. Ça change en plus dans chaque environnement où t'es. Ouais, puis là, pour le coup, souvent... De ce que j'ai vu en tout cas, moi y compris, on a peu de bons exemples sur les limites. Ah ouais. Quand pendant toute ton enfance, t'as vu des gens ne pas respecter leurs limites, sans jugement encore une fois, puis c'est souvent par méconnaissance,
ou parce que ces mêmes personnes n'ont pas eu de modèle qui... Enfin, on peut remonter loin, tu vois, comme ça, mais... C'est vrai que, c'est mon parcours de vie qui fait ça, je pense. Parce que j'ai fait beaucoup de choses toute seule. En fait, je me dis juste que moi, en tant qu'individu, tu vois, j'ai pu construire ces limites-là qui sont en évolution. Parfois, je me dis, ok, peut-être que cette limite est trop loin ou trop proche et j'arrive à ajuster en fonction des contextes de vie et de ce qui est demandé. Mais ça, j'ai dû y réfléchir, j'ai dû le définir et tout. Et ça, en vrai de vrai, c'est beaucoup la psychothérapie qui m'a aidée, hein. Je vais pas mentir là-dessus. Il y a énormément de travail pour moi qui a été fait à cette période-là. Parce que ça m'a poussée à vraiment beaucoup réfléchir et tout. Parce que tout simplement, là, mon bien-être devait redevenir le centre de ma vie, tout simplement pour pas être en danger, en fait, physiquement et mentalement au bout d'un moment. Et du coup, t'es obligé de te poser ces questions et de redéfinir certaines choses. Et c'est toi, ce que tu pratiques dans ton métier, au final, c'est exactement ça. Donc je pense que je peux encore le faire plus pousser si je prends un coaching avec toi, par exemple. Tu pourras constater qu'il y a une base, mais que il y a encore plein de travail à faire, et je pense que c'est constamment de toute façon, parce que tu fais que changer. J'allais dire, ça change aussi beaucoup selon les expériences qu'après on a rencontrées. Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mises en perspective. La première fois que j'ai eu une relation saine, j'ai fait... Oh waouh, genre, et je trouve qu'on conscientise beaucoup plus facilement les choses toxiques quand on les raconte face à quelqu'un qui est en mode quoi? Genre, mais là, il t'avait dit quoi? Genre, et toi, t'es là, ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud. Enfin, genre, alors qu'en fait, c'est juste immonde et que tout le monde est en mode, mais meuf, genre, ça va? Et toi, t'es là, non. Genre, en vrai, pas trop. Genre, et du coup, ça fait aussi du bien de... Enfin, en fait, tant que t'as pas de modèle, encore une fois, autre, ou de point de comparaison sain, c'est difficile de conscientiser la violence que t'as vécue, genre... Et une fois que tu découvres, t'es là, mais en fait, ça peut être simple, putain, ça peut être fluide. Et ça permet de mettre du sens, et c'est le but des mots, après. Ouais. Et c'est le but de l'expression, c'est d'aussi mettre du sens. Tu mets du sens dans tes objectifs, tu mets du sens dans ton processus, tu mets du sens dans ton vécu. Ouais. Et quand tu comprends et que tu t'arrives à définir qui tu es vraiment avec des mots et que tu arrives à l'exprimer, ça ouvre vraiment d'autres champs de possibles. Et je pense que c'est un peu ça qu'on voulait transmettre un peu dans la vidéo. L'impact des mots, l'impact des discours, que ce soit ce qu'on se dit à soi-même ou ce qu'on transmet à autrui. Les mots, c'est notre construction sociale, c'est notre construction en tant que personne. C'est ce qui définit. Et souvent, les gens, ils sont en mode « Ah, mais c'est bon, il a dit ça, c'est pas important. » Bah si, c'est important en fait. Ça a un impact réel sur le mental, le comportement, les performances et les relations. Ouais. Mais écoute, je pense que c'est une bonne conclusion en vrai à la vidéo. Très bien. Qui va être, je pense, assez longue déjà. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je suis trop ravie. Je mettrai tes réseaux sociaux dans la description et je les afficherai là aussi. Okay. Et n'hésitez pas du coup à aller suivre Colline aussi. Si vous avez des questions sur la PNL, si ça vous intéresse, elle propose des services, des coachings et franchement c'est incroyable. Donc foncez-y, moi les yeux fermés vraiment. Et merci. Et voilà. Et merci de m'avoir invitée, c'était très cool. Avec grand plaisir. Moi je vous retrouverai bientôt dans une nouvelle vidéo. Et peut-être Colline aussi. Et peut-être. Ouais. Carrément. Ciao. Ciao.